J'arrive. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur la mémoire. Tout un programme. Alors, on y va? La mémoire, quelques explications assez complètes quand même. Mémoire. Comment aborder la mémoire? La mémoire est un concept important, souvent mal compris. Il est utile de connaître quelques notions de base en relation avec la mémoire. En effet, dans la vie de tous les jours, nous parlons assez souvent de mémoire. Essayons de comprendre les mécanismes simples qui font de la mémoire un concept important, pas toujours bien maîtrisé. Nous en reparlerons plus en détail, mais disons dans un premier temps qu'il existe d'abord une mémoire perceptive, provenant des entrées sensorielles. Puis vient une mémoire sémantique, c'est-à-dire que l'on forme des connaissances sur le monde. Et puis il y a également une mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des souvenirs. Mais c'est seulement dans des situations particulières que l'on va former des souvenirs. En effet, on forme beaucoup de connaissances, mais pas forcément des souvenirs de tout ce que l'on vit. Autrement dit, la mémoire sémantique, donc de toutes les connaissances accumulées, si nous la privons de ce que... Attention, je vais souvent bafouiller. Autrement dit, la mémoire sémantique, donc de toutes les connaissances accumulées, si nous la privons de ce qu'il ne s'est pas imprimé dans les connaissances, correspondrait globalement à la mémoire épisodique. Si toutes les connaissances accumulées restaient en souvenir, alors la mémoire sémantique serait égale à la mémoire épisodique. En effet, la mémoire épisodique, c'est la mémoire des souvenirs particuliers qui s'intègrent dans la mémoire sémantique. Exemple imagé. Imaginons qu'un arbre, dans son intégralité, représente la mémoire sémantique d'une personne. Donc, le tronc, les branches, les feuillages, les racines, cette personne connaît tout de ces quatre choses. Mais, brusquement, imaginons qu'une pomme apparaisse dans l'arbre. C'est un événement particulier à classer non seulement dans la mémoire sémantique, mais aussi dans la mémoire épisodique. Autrement dit, l'arbre symbolise toutes les connaissances que j'ai pu accumuler et qui correspondent en même temps à la mémoire de tout le monde quant à la connaissance de l'arbre, tandis que la pomme, pour moi, est un événement particulier. Je ne savais pas que les arbres pouvaient avoir des pommes, et dans ce cas-là, je rajoute à mes connaissances, donc à ma mémoire sémantique, le fait que l'arbre était un pommier. Donc, l'arbre égale connaissance sémantique auquel j'ai ajouté pomme et pommier qui complètent mes connaissances sur le monde. Ainsi, mes connaissances de l'arbre sont pommier, pomme, tronc, branche, feuillage, racine. Pomme puis pommier, quant à eux, sont deux souvenirs particuliers. Ce sont des connaissances épisodiques, mais qui font aussi partie des connaissances sémantiques, donc de la mémoire sémantique. À côté de la mémoire sémantique
et de la mémoire épisodique, nous parlerons plus loin de la mémoire de travail, qui permet de gérer le présent psychologique, et de la mémoire procédurale, qui permet de gérer les apprentissages procéduraux. Ces mémoires correspondent globalement à la mémoire individuelle relative à chacun d'entre nous et de manière spécifique et personnelle. Il existe aussi en parallèle une mémoire collective. De quoi s'agit-il? La mémoire individuelle est une mémoire personnelle relative à une personne. Or, cette personne se trouve à proximité d'autres personnages qui ont eux-mêmes, chacun, leur mémoire individuelle. Ces individus, formant par exemple une population, possèdent une partie de leur mémoire qui est commune, partagée, d'où le terme de mémoire partagée. Exemple. Imaginons 10 jardiniers travaillant ensemble. Les plantes existantes font partie de leurs connaissances qu'ils partagent. Une marguerite possède ces caractéristiques connues des 10 jardiniers. Il s'agit, là, d'un savoir commun que chacun des 10 jardiniers ne peut pas inventer. Ce savoir est partagé, mais en même temps, chaque jardinier possède sa propre histoire, sa propre mémoire individuelle, lui permettant, grâce à son savoir-faire original, d'obtenir de plus belles marguerites. À cette mémoire collective partagée par les 10 jardiniers s'ajoute pour chacun une mémoire individuelle. Au sein de ce groupe de 10 jardiniers, il existe des phénomènes de renforcement vis-à-vis de tel ou tel critère. Des phénomènes d'oubli également. Renforcement et oubli s'intègrent à la mémoire individuelle et à la mémoire partagée collective. Ce concept de mémoire partagée est facile à comprendre lorsqu'il s'agit d'un événement historique, par exemple, au cours duquel des facteurs psychosociaux se mettent en place sous forme de récits collectifs. Ces facteurs seront plus ou moins consolidés par des commémorations, par de l'éducation et par les médias. De plus, ces facteurs se trouvent revalorisés, amplifiés, sous forme de résonance sociale et émotionnelle et ou sous forme de rappel collaboratif. Ces récits collectifs correspondent à ce que l'on appelle la mémoire sociale ou mémoire culturelle. Sa consolidation est également marquée par d'autres facteurs tels que la vulgarisation, la cohésion, la sélection, les normes et les règles morales. L'ensemble de la mémoire partagée et de la mémoire sociale ou culturelle est appelé la mémoire collective. La mémoire collective peut être définie comme des représentations constitutives de l'identité d'un groupe et partagée par l'ensemble de ses membres. Ainsi, un souvenir et les connaissances se forment des sélections de ces souvenirs ainsi et de ces connaissances. Je répète. Ainsi, un souvenir et les connaissances se forment des sélections de ces souvenirs et de ces connaissances. D'abord au niveau individuel, d'où la mémoire individuelle, puis au niveau du partage, d'où la mémoire partagée, et enfin au niveau des ressources culturelles, d'où la mémoire culturelle ou sociale. La sélection des souvenirs se fait selon ce que l'on appelle un schéma mnésique. Mnésique, ça fait penser à mémoire.
ou bien schéma des circuits de la mémoire. Ce schéma mnésique, pour mémoriser, est à la fois ordonné, car il obéit à une biologie déterminée, et à la fois souple, on parle alors de plasticité. La mémoire, c'est être capable de mémoriser des informations précises, mais avec le temps qui passe, beaucoup d'informations vont devoir s'adapter au temps qui passe. La complexité de la mémoire, c'est réussir à décrire les mécanismes qui font qu'individuellement, nous sommes à la fois le même à un instant présent et différent l'instant d'après, dans un futur plus ou moins lointain. Par exemple, j'avais 10 ans et aujourd'hui j'ai 65 ans. Dans les deux cas, au niveau de la mémoire, je suis à la fois le même et différent. Il subsiste toujours en nous une part du passé, celle de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte. Notre mémoire a effacé certains souvenirs, en a gardé d'autres, émergeant de temps à autre ou enfouis dans un coin de notre cerveau. Et tout cela dans un contexte social. Lorsque l'on est dans des tâches relativement proches les unes des autres, si elles sont organisées d'une certaine façon, alors, par exemple, on apprend et on retient beaucoup plus vite car on bénéficie de ce schéma qui permet de mieux structurer les informations et donc de mieux mémoriser au sein d'un groupe social et donc de mieux partager cette mémoire devenue collective. La pratique sociale ou culturelle de la mémoire permet d'uniformiser les souvenirs individuels et collectifs, ce qui permet en conséquence de mieux retenir, de mieux apprendre et donc d'avoir plus de connaissances, car dans ce cas, la mémoire individuelle s'intègre dans la mémoire collective. Prenons un exemple pour mieux comprendre le concept de mémoire partagée. Imaginons une conversation entre amis sur un sujet d'actualité. Soit Pierre prend position en avançant un argument, soit il n'avance aucun argument. Si l'argument est avancé, judicieux, alors il est rehaussé, ce qui ne veut pas dire qu'il ait raison. Mais dans la discussion, sa proposition fait partie des arguments importants. Si un argument qui était pourtant pertinent n'est pas avancé, alors cet argument-là, par rapport à la situation initiale, est dégradé. C'est-à-dire n'est pas conservé dans la mémoire partagée. C'est ça, la mémoire partagée. C'est un jeu de mémoire forte conservée et de mémoire faible non conservée. La mémoire se construit de cette façon et nous comprenons bien qu'il est pertinent de faire sortir la mémoire du cadre strictement individuel pour la partager et la rendre éventuellement collective. Ainsi, la cognition sociale et le cerveau social permettent de former les schémas collectifs. Notre mémoire passe par la mémoire individuelle, donc par un schéma individuel propre à chacun, puis cette mémoire individuelle passe par la mémoire collective, donc par un schéma collectif, et enfin cette mémoire collective, incluant la mémoire personnelle, passe par la mémoire socio-culturelle, donc par un schéma socio-culturel. Certaines régions du cerveau vont être spécialisées dans l'apport culturel dans notre mémoire, d'autres régions seront spécialisées dans les apports partagés et dans la mémoire individuelle qui fait notre synthèse personnelle de tout cela. Au final, dans une société parfaitement organisée,
c'est-à-dire n'oubliant aucun de ses citoyens, toutes ces mémoires convergent et représentent vis-à-vis de chaque individu une mémoire individuelle en plasticité permanente. Un jeu d'équilibre s'établit entre les perceptions et leur mémorisation. Cet équilibre se réalise à partir des entrées sensorielles grâce à nos organes des sens qui forment ce que l'on appelle la mémoire perceptive, c'est-à-dire la mémoire des perceptions. Mais nous verrons que les organes des sens ne sont pas les seuls à intervenir. Posons-nous la question, c'est quoi une perception ? Nous avons l'habitude de relier les perceptions aux organes des sens, ou organes sensoriels, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau. Ces organes possèdent leurs propres cellules spécialisées ou cellules sensorielles qui reçoivent les stimulus externes de l'environnement ou de l'intérieur du corps. Par exemple, les cônes et les bâtonnets sont les cellules spécialisées des yeux. Elles sont situées dans la rétine. Ces cellules sensorielles ont la capacité de transformer les stimulus en messages nerveux sensitifs, lesquels vont être acheminés vers le cerveau qui va alors les interpréter, c'est-à-dire les intégrer pour en faire ressurgir un message moteur qui, en quelque sorte, nous fera prendre conscience du stimulus en question, telle une réalité issue de l'environnement ou de l'intérieur du corps. Pourquoi dire que la conscience du stimulus est telle une réalité? Elle est telle qu'une réalité, au lieu de dire que c'est une réalité. Eh bien, parce que tout ce que nous percevons n'est qu'une interprétation du cerveau, interprétation issue de messages sensitifs, et donc la conscience que nous en avons n'est qu'une conscience d'une interprétation issue du cerveau lui-même. Conscience qui, elle aussi, est issue du cerveau. Autrement dit, le cerveau s'approprie le monde pour en faire un monde virtuel que sa propre conscience considère comme réel. Ainsi, nous vivons dans un monde d'illusions, de perceptions que l'évolution a mises en place afin que l'on puisse s'adapter et survivre à notre environnement. À chacun d'y trouver sa voie afin que cette perception du monde se rapproche au plus près non seulement de la réalité, mais aussi du schéma corporel que nous avons de nous-mêmes. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes un stimulus au sein de l'environnement. Stimulus perçu par les autres telle une illusion réelle, issue de l'interprétation d'un nouveau cerveau. Mais la perception n'est pas que cela, c'est-à-dire issue des organes des sens en lien avec différents stimulus. Nous pourrions dire que la perception est une opération psychologique complexe par laquelle l'esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une représentation des objets extérieurs et prend connaissance du réel. Par exemple, un des effets du vêtement est de rendre le corps plus présent et plus sensible à lui-même par des perceptions de la peau. Mais la perception est plus que la simple sensation. C'est la sensation suivie de l'acte intellectuel qu'elle suscite immédiatement et par lequel elle est interprétée. Nos perceptions du monde physique s'organisent en nous sous forme d'images
qui représente avec le plus de fidélité possible ce qui se passe autour de nous. Mais perception, sensation ne tombent jamais dans un terrain neutre, car elles engendrent immédiatement une réaction affective, une émotion qui varie selon la nature de ce qui les provoque, mais aussi selon la nature de celui qui les reçoit. Ainsi, par exemple, il existe différents troubles de la perception. Les troubles de la perception peuvent avoir plusieurs origines. Soit ces troubles de la perception sont dus à des altérations des organes sensoriels, des voies nerveuses et des centres correspondant à des perturbations des centres d'intégration gnosique, c'est-à-dire les centres qui permettent de reconnaître par l'un des sens la forme d'un objet et de se le représenter et d'en saisir la signification. Exemple. Qu'est-ce qu'un trouble gnosique visuel? L'agnosie visuelle est un trouble des fonctions perceptives qui touche la capacité du canal visuel à reconnaître des objets, des visages, des formes significatives, des chiffres, des lettres ou des données spatiales. Donc, des informations qui lui sont pourtant familières. Soit ces troubles de la perception sont dus à une atteinte de la personnalité ou à une modification de la conscience ou de la relation au monde. La psychanalyse fait la distinction entre la perception interne et la perception externe. La perception externe est fondée sur des sensations dérivées des organes des sens. La seconde, la perception interne, est fondée sur la conscience de ce que l'on prend, est fondée sur la conscience que l'on prend des processus mentaux internes. La perception, c'est aussi l'acte de prendre connaissance par l'intuition, par l'intelligence ou l'entendement. C'est aussi la connaissance que le moi possède de ses états et de ses actes par la conscience, en plus de tout ce qui est perçu par l'intermédiaire des sens. C'est aussi une prise de conscience, un sentiment plus ou moins précis de quelque chose. La perception, c'est une tentative de mise en mémoire d'un soi et d'un non-soi, d'un monde extérieur qui nous entoure, d'un monde intérieur qui existe en nous. Nous cherchons toujours, consciemment ou inconsciemment, à nous approprier une existence qui finalement n'existe pas vraiment. Dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de notre mémoire, non seulement pour nous comprendre le mal et le bien qui résident en nous, pour faire la part des choses positives et négatives, pour faire aussi des autres les acteurs bienveillants de notre conscience. Posons-nous comme problématique celle de comprendre en quoi consiste le processus de la mémoire en neurologie, si utile dans la vie de tous les jours. Réfléchissons d'abord à cette phrase. La mémoire est le support de notre propre sentiment d'identité. Il existe de multiples comportements de mémoire. Tu te souviens, je me rappelle, tu as oublié, il ne doit pas oublier, il reconnaît, quel beau souvenir, etc. Les comportements de mémoire sont très divers car il y a une grande diversité d'activités au cours de laquelle la mémoire intervient. Cette diversité a des origines très variées. Par exemple, perception par les organes des sens, planification d'actions dans le futur suite à des leçons tirées du passé,
résolution de problématiques, mise en place d'un raisonnement, démarche scientifique, compréhension de textes ou de discours, etc. La mémoire nous permet d'enregistrer des informations provenant d'événements divers et d'expériences. Ces informations peuvent être conservées et restituées. Ainsi, la mémoire assure l'intégration, c'est-à-dire l'analyse, la conservation et la restitution d'informations pour interagir avec l'environnement. Elle met en lien des souvenirs, des connaissances et des savoir-faire, et elle est nécessaire à la réflexion et à notre projection dans le futur. Autrement dit, elle est la base de notre identité. Nous pourrions réfléchir à la phrase suivante: sans mémoire, il n'y a pas de comportement intelligent. Pas sûr que cette définition convienne. En effet, la mémoire n'est pas uniquement un paramètre nécessaire à l'intelligence, car elle représente également la somme d'expériences passées qui offrent du sens et du savoir aux expériences présentes, là, maintenant, ce qui nous permet de nous visualiser vers le futur. La conscience d'être ce que nous sommes s'appuie sur notre mémoire. En d'autres termes, la mémoire est le support de notre propre sentiment d'identité. La mémoire n'est pas une simple restitution du passé. En effet, les connaissances, les savoirs, donc, dans le sens savoir, savoir-faire, savoir-être, s'organisent, donc ces connaissances s'organisent et se réorganisent en fonction des conditions d'acquisition de nouvelles connaissances et donc d'actualisation de ces connaissances. Il en est de même pour les expériences nouvelles que nous pouvons considérer comme de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être et les classer dans les connaissances globales, là, maintenant. La mémoire est comme un livre que le système nerveux complète, présent après présent, en rajoutant à chaque fois une ou plusieurs pages. Autrement dit, le registre de la mémoire est complété à chacun. Je répète. Autrement dit, le registre de la mémoire est complété à chaque instant que nous vivons. Un registre que nous pourrions intituler mémoire humaine. En réalité, il y a de nombreux mécanismes mnésiques, c'est-à-dire relatifs à la mémoire. L'expression de la mémoire dans le présent correspond à une phase de restitution d'une information à laquelle on a été confronté dans le passé lors d'une phase d'encodage, c'est-à-dire lors d'une phase d'apprentissage qui a permis l'enregistrement de cette information. Cette expression peut se faire soit directement, s'il s'agit d'un simple rappel ou d'une connaissance, soit indirectement, s'il s'agit par exemple d'un réapprentissage. Entre les deux phases, il s'écoule un certain temps, c'est-à-dire qu'entre l'apprentissage d'une information et l'expression de cette information, le délai temporel est plus ou moins long. Entre les deux, il y a ce que l'on appelle la durée de rétention de l'information. En fonction de cette durée, on distingue trois aspects du fonctionnement de la mémoire: les RIS, RIS ou MTCT, la MCT, la MDT et la MLT. Alors, ça veut dire quoi ces lettres? D'abord, les RIS, RIS ou MTCT. Ce sont les registres d'informations sensorielles, c'est-à-dire
mémoire à très court terme. La MCT, c'est la mémoire à court terme, et la MDT, c'est la mémoire de travail. La MLT est la mémoire à long terme. Commençons par, premièrement, les RIS, registres d'informations sensorielles, qui sont une mémoire à très court terme, donc on va dire MTCT. Les RIS ou MTCT maintiennent de manière très brève une information complète et précise telle qu'elle a été captée par un système sensoriel. Il s'agit d'une mémoire à très court terme. Par exemple, pour le système visuel, il existe une forme de mémoire temporaire à très court terme appelée mémoire iconique. Elle est d'une durée inférieure à quelques centaines de millisecondes. Le terme mémoire iconique concerne uniquement la modalité perceptive visuelle. Il existe d'autres mémoires à très court terme pour d'autres modalités perceptives. C'est pourquoi nous parlons de registres sensoriels. Par exemple, il existe une modalité auditive, c'est-à-dire une mémoire auditive ou mémoire échoïque à très court terme, qui explique le phénomène de répétition inutile appelé double passage. Pourquoi la répétition, quelquefois agaçante de la question, est-elle souvent inutile? Imaginons que Pierre pose une question à Julie. Spontanément, Julie lui demande de répéter. Or, souvent, avant la répétition de la question, celle-ci est devenue inutile car Julie, à partir de sa mémoire à très court terme, donc sa mémoire auditive échoïque, a pu se répéter mentalement la question. Autrement dit, la question est vue 3 fois au lieu de 2. Il suffisait juste à Julie d'attendre un peu pour ne pas avoir à demander à Pierre de répéter. Exemple numéro 1. Avec demande de répétition. Pierre, tu as vu la météorite? Julie, reprise mentale dans son RIS, registre d'informations sensorielles, tu as vu la météorite. Mais, la question à peine posée, elle demande quand même à Pierre de répéter en même temps que la reprise mentale de son RIS se fait. Pierre alors répète « Tu as vu la météorite ?» Julie « Oui, je l'ai vue. » Exemple numéro 2. Sans demande de répétition. Pierre « Tu as vu la météorite ?» Julie « Reprise mentale de son RIS. Tu as vu la météorite. » Julie attend 2 secondes, puis « Oui, je l'ai vue. » Et dans la vie de tous les jours, c'est souvent le cas. On demande souvent de répéter alors qu'il suffit juste d'attendre 2 secondes pour qu'il n'y ait pas de demande de répétition. Ne pas se précipiter non plus pour répéter, cela oblige la personne à attendre un peu. Deuxièmement, la MCT ou mémoire à court terme. Nous avons vu la mémoire à très court terme avec le registre d'informations sensorielles. Voyons maintenant la mémoire à court terme et non plus à très court terme. Une définition simple serait que la mémoire à court terme est la capacité à maintenir de l'information puis à restituer cette information. Par exemple, je retiens l'information 10, 9, 8, 7, 3, puis je restitue l'information sans regarder 10, 9, 8, 7, 3. C'est une MCT ou mémoire à court terme. Pourquoi? Parce que après avoir retenu l'information quelques secondes, je l'aurai vite oubliée si, pour moi, elle n'est plus utile.
Pourquoi est-ce qu'elle n'est plus utile? Imaginons je veux téléphoner à Constance. Je n'ai pas son numéro, mais je me souviens l'avoir noté dans mon calepin. Effectivement, c'est le 11 22 33 44 55. Je retiens, puis je ferme le calepin. Je prends mon téléphone et, de mémoire, je compose le numéro. Constance décroche et la conversation commence. Nous comprenons bien que j'ai mémorisé temporairement le numéro et qu'après avoir fermé le calepin, j'ai utilisé ma mémoire à court terme pour composer le numéro. Et si j'avais mémorisé ce numéro une fois pour toutes? Pourquoi pas? Essayons pour voir. Je vais appeler Constance. Ah, zut, j'ai oublié le numéro. Vous vous souvenez du numéro? Il s'agissait bien d'une mémoire à court terme. Je dois consulter à nouveau mon calepin. Maintenant, il est tout à fait possible qu'une information importante bascule directement dans la mémoire à long terme. Un bel événement, par exemple, ou un traumatisme. Donc la mémoire immédiate ou mémoire à court terme, et cela s'opposera à la mémoire à long terme que nous verrons par la suite, renvoie à la répétition d'une information qui vient juste d'être perçue. Cette répétition peut être une reproduction exacte de l'information qui vient d'être présentée, et dans ce cas, on parle bien de mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme peut être comparée à une autre mémoire que l'on appelle la mémoire de travail, MDT, que nous verrons plus loin aussi. Mais nous pouvons déjà commencer à nous poser la question: quelle est la différence entre la mémoire à court terme et la mémoire de travail? Quelle est la différence entre MCT et MDT? Nous avons vu que la MCT, mémoire à court terme, est la capacité à maintenir de l'information puis à restituer cette information. Si l'information est traitée toute seule, donc présentée puis reproduite, nous sommes dans le cas d'une mémoire à court terme MCT. Mais si cette information est en cours de traitement avec une seconde information, alors on parle de MDT ou mémoire de travail. Autrement dit, nous pouvons en donner la définition suivante: la mémoire de travail ou MDT est la capacité à maintenir de l'information pendant la réalisation d'une activité cognitive complexe. Prenons un exemple pour bien comprendre la différence entre MCT et MDT, donc entre mémoire à court terme et mémoire de travail. Je veux joindre Constance. Numéro oublié. Le calepin m'indique 11 22 33 44 55. En même temps, sur mon calepin, je regarde la photo de Constance que j'avais pris soin de coller. Je traite donc en même temps le numéro et la photo. Je suis bien dans le cas d'une mémoire de travail car je visualise au moins deux informations en même temps. La MCT ou mémoire à court terme est donc un cas particulier de la MDT, mémoire de travail, dans le cas où il n'y aurait qu'une information à traiter pour le cerveau. Donc on serait dans la MCT. On distingue donc deux types de tâches. La tâche de la mémoire de travail qui demande une transformation des données, ou bien la tâche de la MCT, donc mémoire à court terme, qui demande le simple rappel d'une information. À noter que les tâches de la mémoire à court terme ne permettent pas de rendre compte de la mémoire de travail. Pourquoi? Car les tâches de la mémoire à court terme ne concernent qu'un aspect de la mémoire de travail, le stockage, et non pas le traitement, qui est la tâche de la MDT, mémoire de travail. Exemple. Je vois un canard bleu, mémoire à court terme.
Si l'information est seule, elle sera stockée telle qu'elle, un canard bleu. Je suis bien dans le cas d'une tâche simple de mémoire à court terme. Si je rajoute d'autres informations, crayon de couleur, feuille de dessin, canard bleu dessiné, musique du cri du canard, etc., 4 types d'informations sont stockées et je dois les traiter en même temps, y compris l'information canard bleu que je dois garder en mémoire et qui s'intègre dans un ensemble complexe. Je suis bien dans la tâche d'une mémoire de travail, car il y a l'information, le canard bleu, avec d'autres informations. On traite l'ensemble des informations, mais je dois mémoriser canard bleu. Passons maintenant à la mémoire à long terme, donc petit 3, mémoire à long terme, c'est la mémoire à long terme. La mémoire à long terme stocke les informations pour une durée illimitée. Sa capacité de stockage est immense. On divise la mémoire à long terme en 2 catégories de mémoire. La mémoire explicite, dite déclarative, la mémoire implicite, dite non déclarative. Première catégorie de mémoire à long terme, la mémoire explicite ou déclarative. Cette mémoire explicite, déclarative, permet de se rappeler consciemment les informations enregistrées, informations qui, de plus, peuvent être exprimées par le langage. Elle regroupe la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Mémoire explicite égale mémoire déclarative égale mémoire sémantique plus mémoire épisodique. Que signifie mémoire sémantique? Nous en avons parlé tout à l'heure, c'est la mémoire de toutes les connaissances que nous avons. C'est la mémoire des savoirs théoriques. Elle stocke les connaissances générales en relation avec le monde et en relation avec soi-même. Toutes les informations sont enregistrées dans un grand réseau de nœuds sémantiques étendus entre plusieurs régions cérébrales, plus ou moins éloignées les unes des autres, ce qui explique que certaines informations soient plus difficiles que d'autres à récupérer. Que signifie maintenant mémoire épisodique? La mémoire épisodique concerne les événements vécus, les souvenirs. Souvenez-vous que nous avons parlé d'une pomme qui apparaissait brusquement dans un arbre. Ça fait partie des souvenirs, des choses qui ont marqué, c'est épisodique. Cette mémoire épisodique nous permet de nous remémorer certaines informations mémorables, importantes. De plus, elle nous remémore aussi le contexte de l'événement, c'est-à-dire le où et quand, de même que les émotions ressenties. Enfin, la mémoire épisodique est sollicitée lorsque l'on se projette dans le futur pour imaginer ce qui pourrait se passer. Deuxième catégorie de mémoire à long terme, après avoir vu la mémoire explicite déclarative, c'est la mémoire implicite ou non déclarative. Cette mémoire implicite, non déclarative, concerne les informations stockées dans l'inconscient et qui ne nécessitent pas d'effort mental pour être mises en pratique. Elle comporte un type de mémoire, la mémoire procédurale, et plusieurs mécanismes que sont les amorçages réflexes conditionnés et les conditionnements émotionnels. Voyons la mémoire procédurale.
Nous avons vu que la mémoire sémantique était la mémoire des savoirs. La mémoire procédurale est la mémoire des savoir-faire. Premier point, elle permet d'enregistrer des automatismes puis de les mettre à disposition. Exemple, enregistrement de l'automatisme savoir-faire du vélo, puis mise à disposition de ce savoir-faire, c'est-à-dire faire du vélo de manière automatique. Deuxième point, la mémoire procédurale permet aussi d'enregistrer des compétences motrices puis de les mettre à disposition. Exemple, dans le savoir-faire du vélo, cela nécessite la mobilisation de certains muscles. Cette motricité musculaire devient automatique. Troisième point concernant la mémoire procédurale. En effet, lorsque l'on apprend à faire du vélo, le cerveau enregistre tous les stimulus sensoriels jusqu'à ce que le savoir-faire devienne automatique et que, donc, cette motricité musculaire devienne elle-même automatique, c'est-à-dire sans que le cerveau ait besoin d'utiliser les actions volontaires réfléchies. Quatrième point. Autrement dit, concernant cette mémoire procédurale, le cerveau enregistre une fois pour toutes, après divers tâtonnements, la procédure, le protocole en quelque sorte, de tous ces automatismes qui feront partie à vie d'automatismes classés dans une mémoire appelée mémoire procédurale. Cinquième point, concernant la mémoire procédurale, il faut noter que la mémoire procédurale est peu altérée avec le temps. En effet, une fois acquis, les savoir-faire peuvent être utilisés très longtemps. Voyons maintenant les conditionnements émotionnels et les réflexes conditionnés. Les réflexes émotionnels, d'abord, parfois appelés mémoire émotive, est la mémoire responsable du couplage d'un souvenir avec une émotion. Ce couplage vient de la communication étroite entre deux structures, l'hippocampe et l'amygdale. L'hippocampe est l'une des clés de la mémorisation d'un souvenir. L'amygdale est impliquée dans la réponse émotionnelle liée à ce souvenir. La mémoire émotive est donc la mémoire d'un événement auquel est associé un souvenir. Exemple. J'ai le souvenir qu'à 6 ans, on m'a offert mon premier vélo. Il y a là une mémorisation du souvenir vélo par l'hippocampe. Je me souviens avoir ressenti un grand bonheur. Il y a là une mémorisation de l'émotion bonheur par l'amygdale. Les deux mémoires associées représentent une réponse émotionnelle de type mémoire émotive, c'est-à-dire vélo, bonheur, donc vélo associé au bonheur et vice-versa, pas forcément vice-versa, ou bien souvenir du vélo, souvenir du bonheur, ou bien hippocampe permet le souvenir du vélo, amygdale permet le souvenir du bonheur. Après les conditionnements émotionnels appelés mémoire émotive, voyons maintenant les réflexes conditionnés. Ces réflexes conditionnés sont responsables d'une mémoire réflexe. Cette mémoire fut mise en évidence par Pavlov en 1903. Une mémoire réflexe est progressivement mise en place à la suite d'un conditionnement, c'est-à-dire à la suite d'une répétition d'un événement sur une période plus ou moins longue. Il existe un mécanisme de mémorisation
appelé amorçage réflexe conditionné. Il s'agit d'un processus de mémorisation puis de restitution d'une information directement liée à nos expériences. Cette information que l'on va mémoriser est souvent associée à la répétition d'un stimulus. Cette information peut aussi être associée à un événement à forte valeur émotionnelle. Comment agit l'amorçage? Essayons de comprendre. L'amorçage peut être un lien mnémotechnique pour retrouver une information. Il s'agit en fait de retrouver une information importante, une phrase par exemple, à partir de quelques syllabes ou mots. Exemple. Dans une discussion, je cherche à placer une phrase pourtant célèbre, mais je ne m'en souviens plus. Je me souviens juste qu'elle est associée à Descartes. Descartes est l'amorce. Et la phrase me revient vite en mémoire. Je pense, donc je suis. Ce phénomène d'amorçage est partout utilisé dans nos sociétés, souvent d'ailleurs de manière ludique, donc par jeu, avec les enfants par exemple. Exemple. Vous souvenez-vous de cette chanson? 1, 2, 3. Vous vous souvenez brusquement de la suite. 1, 2, 3 est l'amorce, le reste de la chanson est l'information complète et c'est 4, 5, 6, cueillir des cerises, 7, 8, 9 dans mon panier neuf. Le phénomène d'amorçage va permettre aux enfants de retenir plus facilement la chanson. Après avoir précisé quelques notions sur la mémoire, voyons maintenant comment l'INSERM positionne les mécanismes de la mémoire. Reprenons ce concept de mémoire du point de vue de l'INSERM. Selon l'INSERM, il existe différents réseaux de neurones impliqués dans de nombreuses formes de mémorisation. Il n'existe pas un centre de la mémoire dans le cerveau, mais plusieurs. Les différents systèmes de mémoire mettent en jeu des réseaux neuronaux distincts répartis dans différentes zones du cerveau. L'imagerie fonctionnelle, donc tomographie par émission de positons, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, permet aujourd'hui d'observer le fonctionnement cérébral normal impliqué dans les processus cognitifs. Notre mémoire se compose de 5 schémas, de 5 systèmes interconnectés et impliquant donc des réseaux neuronaux distincts. Ce sont ces 5 systèmes interconnectés impliqués dans la mémoire. Mais quels sont ces 5 systèmes interconnectés impliqués dans la mémoire? Voici un plan de travail concernant la mémoire, nous expliquerons ensuite. Premièrement, la mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme au cœur du réseau. Nous en avons déjà parlé, mais nous allons en reparler après. La mémoire sémantique, ensuite, et la mémoire épisodique, donc en petit 2, sont 2 mémoires explicites à long terme. Il s'agit de 2 systèmes de représentation consciente à long terme. Petit 3, la mémoire procédurale à long terme, qui est une mémoire implicite. Elle permet les automatismes inconscients. Et petit 4, la mémoire perceptive à long terme, qui est une mémoire implicite. Elle est liée aux différentes modalités sensorielles. La mémoire de travail est dite mémoire à court terme. Les autres, c'est-à-dire mémoire sémantique et épisodique, mémoire procédurale, mémoire perceptive, sont dites mémoires à long terme. Certaines mémoires sont explicites. C'est le cas des mémoires sémantiques et épisodiques. D'autres mémoires sont implicites. C'est le cas des mémoires procédurales et perceptives. Premièrement, la mémoire de travail.
une mémoire à court terme. En quoi la mémoire de travail est-elle une mémoire à court terme et au cœur du réseau? Passé, présent, futur, où situer la mémoire dans le temps? Si nous partons du principe que la mémoire résulte d'une certaine fonction cérébrale, alors une mémoire hors du cerveau n'existe pas. La mémoire est une empreinte personnelle gravée en lien avec le système nerveux. C'est une forme de pensée à l'instant présent qui file vers le futur sans jamais le rattraper. Seules les traces passées, mémorisées, existent en partie, jamais dans la totalité. Pourquoi? Parce que le cerveau oublie pour ne garder que l'essentiel. Mais il n'oublie pas tout. Ce pas tout, c'est ce qu'il garde en mémoire. La mémoire du présent est une mémoire à court terme. Elle va et vient, puis disparaît rapidement. C'est une mémoire de travail. Une fois que le travail présent est fait, elle ne sert plus à rien et disparaît alors. Elle disparaît, oui, mais quelquefois elle bascule dans une mémoire à long terme. Premier exemple. Là, maintenant, au présent, je cueille une première rose et je me pique. Pourquoi? Parce qu'il y a des épines. Je mémorise qu'une épine pique. Là, maintenant, au présent, je cueille une deuxième rose et je ne me pique pas. Pourquoi? Puisqu'il y a toujours des épines. Parce que ma mémoire à court terme m'a rappelé qu'une épine, ça piquait, et que j'ai donc évité les épines de la deuxième rose. Mon cerveau a mis en mémoire, durant un court terme, une mémoire utile de travail. Et c'est bien là, maintenant, que j'avais besoin que mon cerveau me rappelle que les épines, ça pique. J'ai donc évité les épines pour ne pas me piquer. Une fois que j'ai cueilli mes 2 roses, je n'avais plus besoin de ce rappel à court terme, c'est-à-dire de cette mémoire à court terme nommée mémoire de travail. Bien sûr, dans ce cas, la piqûre m'a marqué à tel point que je garde sur le long terme cette sensation de douleur pénible. Autrement dit, la trace d'un événement marquant basculera dans le long terme. Mais il est des cas où la mémoire de travail ne bascule pas dans la mémoire à long terme. Deuxième exemple. Imaginons que je demande de mémoriser une suite de chiffres écrites sur une feuille pendant 10 secondes, puis je tourne la feuille et vous demande de retranscrire le résultat. 6, 8, 9, 3, 5, 4, 10, 11, 20. Quel est votre résultat? Peut-être que votre résultat est correct, là, maintenant, grâce à votre mémoire de travail à court terme. Mais si, par surprise, je vous demande 5 minutes ou 15 jours plus tard de réécrire ce nombre, il y a de grandes chances que vous ayez oublié. Pourquoi? Parce que ce nombre a été mis dans le cerveau, dans une mémoire à court terme, afin que vous puissiez la réécrire là, maintenant, mais qu'ensuite cette mémoire de travail à court terme n'a pas été basculée dans la mémoire à long terme. Pourquoi? Simplement parce que ce nombre ne sert plus à rien. Le cerveau est capable de trier ce qui est essentiel de ce qui ne sert pas à grand-chose. Cette mémorisation à court terme, cette mémoire de travail, peut être basculée vers une mémoire à long terme. Comment? En s'entraînant ou en ayant un style de vie intellectuel qui incite la mémoire à devenir performante. Troisième exemple. Le nombre magique est empan verbal. Selon certaines études, 7 est le nombre de chiffres que l'on est capable de restituer immédiatement dans l'ordre proposé. En réalité, c'est 7 plus ou moins 2. Donc nous avons 6, plus petit que 7,
7 plus petit que 8, c'est l'empan verbal, donc entre 6 et 8. On peut l'augmenter en regroupant les chiffres par 2 ou par 3 par exemple, ce qui est plus facile à mémoriser plutôt que de les prendre un par un. D'autre part, une série de mots est d'autant plus facile à retenir qu'ils sont courts et qu'ils sont proches au niveau des sons ou au niveau de leur signification. Par exemple, essayons de mémoriser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On regroupe par 3 et on marque une pause. 1, 2, 3, pause. 4, 5, 6, pause. 7, 8, 9, pause. On observe 10 secondes environ. On essaie de restituer sur papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On regarde l'empan. On peut l'améliorer en s'exerçant. Exemple. 6, 8, 9, 3, 5, 4, 10, 11, 20. Regrouper par 3 et marquer une pause. 6, 8, 9, pause. 3, 4, 5, pause. 10, 11, 20, pause. On observe 10 secondes environ. On essaie de restituer sur papier. 6, 8, 9, 3, 5, 4, 10, 11, 20. On regarde l'empan. À vous maintenant. Prenez une feuille et un stylo et faites le test à quelqu'un. Laissez-le fixer les 9 chiffres suivants pendant 10 secondes à peu près. Faites-lui restituer par écrit et voyez son empan. Inversez les rôles en prenant d'autres exemples, chiffres, lettres, mots, objets, titres de plan, de cours, etc. Prêt? Allons-y. Premier exercice. 6, 5, 4, 8, 9, 2, 1, 4, 6. Deuxième exercice. B, U, O, N, R, T, E, M, F. Troisième exercice, je cours, puis, et, droit, le, foot, bleu, vinaigre. Quatrième exercice, etc. Pour revenir à la mémoire de travail à court terme, nous comprenons que nos souvenirs sont ainsi issus d'une mémoire à court terme ou à long terme. Le cerveau décide ce qui est important de ce qui ne l'est pas. L'entraînement intellectuel peut rendre performant ses capacités innées et ou acquises. Autrement dit, selon l'INSERM, la mémoire de travail ou mémoire à court terme est la mémoire du présent. Elle permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d'une tâche ou d'une activité. Cette mémoire est sollicitée en permanence. C'est elle qui permet par exemple de retenir un numéro de téléphone, le temps de le noter, ou de retenir le début d'une phrase, le temps de la terminer. Elle utilise une boucle phonologique, c'est-à-dire une répétition mentale, qui retient les informations entendues et ou un calepin visio-spatial qui conserve les images mentales. La mémoire de travail, à court terme, fonctionne comme une mémoire tampon. Les informations qu'elle véhicule peuvent être rapidement effacées ou stockées dans la mémoire à long terme par le biais d'interactions spécifiques entre le système de mémoire de travail et la mémoire à long terme. Deuxièmement, la mémoire sémantique et la mémoire épisodique, deux mémoires à long terme explicites. En quoi les mémoires sémantiques et épisodiques sont-elles deux systèmes de représentation consciente et explicite à long terme? Commençons par la mémoire sémantique. Nous en avons déjà parlé. La mémoire sémantique est la mémoire du langage et des connaissances sur le monde et sur soi, sans faire référence aux conditions d'acquisition de ces informations. Elle se construit
et se réorganise tout au long de notre vie avec l'apprentissage et la mémorisation de concepts génériques, c'est-à-dire sur le sens des mots ou sur les connaissances en lien avec les objets. Elle concerne aussi la mémorisation de concepts individuels en lien par exemple avec les connaissances sur les lieux ou sur les personnes, les plantes, les animaux, etc. Voyons maintenant la mémoire épisodique. Nous résumons car nous en avons déjà parlé. La mémoire épisodique est celle des moments personnellement Je répète. La mémoire épisodique est celle des moments personnellement vécus, c'est-à-dire en lien avec des événements autobiographiques. Elle nous permet de nous situer dans le temps et dans l'espace et ainsi de nous projeter vers le futur. En effet, raconter un souvenir de ses dernières vacances ou se projeter dans les prochaines font appel aux mêmes circuits cérébraux. La mémoire épisodique se constitue entre les âges de 3 et 5 ans. Elle est étroitement imbriquée dans la mémoire sémantique. Progressivement, des détails précis de ces souvenirs se perdent, tandis que les traits communs à différents événements vécus favorisent leur amalgame et deviennent progressivement des connaissances tirées de leur contexte. Ainsi, la plupart des souvenirs épisodiques se transforment à terme en connaissances générales. Troisièmement, la mémoire procédurale, une mémoire implicite à long terme. En quoi la mémoire procédurale implicite à long terme permet-elle des automatismes inconscients? La mémoire procédurale est la mémoire des automatismes. Elle permet de conduire, de marcher, de faire du vélo, de jouer, de la musique, sans avoir à réapprendre à chaque fois. Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l'excellence. Ces processus sont effectués de façon implicite, c'est-à-dire inconsciente. La personne ne peut pas vraiment expliquer comment elle procède, pourquoi elle tient en équilibre sur des skis ou descend sans tomber. Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont automatisés. La constitution de la mémoire procédurale est progressive et parfois complexe selon le type d'apprentissage auquel la personne est exposée. Elle se consolide progressivement tout en oubliant les traces relatives au contexte d'apprentissage, le lieu, au cours de l'enseignement, etc. Quatrièmement, la mémoire perceptive. En quoi la mémoire perceptive, implicite à long terme, est-elle liée à différentes modalités sensorielles? La mémoire perceptive s'appuie sur nos sens et fonctionne la plupart du temps à l'insu de l'individu. Elle permet de retenir des images ou des bruits sans s'en rendre compte. C'est elle qui permet à une personne de rentrer chez elle par habitude grâce à des repères visuels. Cette mémoire permet de se souvenir des visages, des voix, des lieux, etc. Avec la mémoire procédurale, la mémoire perceptive offre à l'humain une capacité d'autonomie cognitive qui lui permet de se livrer à des pensées ou des activités spécifiques tout en réalisant des activités devenues routinières. Après avoir survolé ces 5 types de mémoire, poursuivons sur les mécanismes de la mémoire en essayant maintenant de résoudre quelques problématiques. Quelles sont ces problématiques? Voici le plan. En quoi la mémorisation va-t-elle de l'organisation cérébrale à la plasticité synaptique? Une réserve cognitive peut-elle être le soutien de la mémoire? L'hygiène de vie intervient-elle dans la mémoire? La mémoire et les émotions interviennent-ils dans l'amélioration mnésique et la pathologie? Mémoire et oubli. Pourquoi du physiologique au pathologique?
Quels sont les multiples troubles de la mémoire? Que dire de ma mémoire et de celle des autres? La mémoire du futur. Commençons. En quoi la mémorisation va-t-elle de l'organisation cérébrale à la plasticité synaptique? Il n'existe pas un centre de la mémoire dans le cerveau, mais au contraire, on y trouve différents systèmes de mémoire qui mettent en jeu des réseaux neuronaux distincts répartis dans différentes zones du cerveau. Le fonctionnement cérébral normal est impliqué dans de nombreux processus cognitifs. Par exemple, le rôle de l'hippocampe et du lobe frontal semble particulièrement déterminant dans la mémoire épisodique, avec un rôle prépondérant des cortex préfrontaux gauche et droit dans son encodage et sa récupération respectivement. La mémoire perceptive recrute des réseaux dans différentes régions corticales à proximité des aires sensorielles. La mémoire sémantique fait intervenir des régions très étendues et particulièrement les lobes temporaux et pariétaux. La mémoire procédurale recrute des réseaux neuronaux sous-corticaux et au niveau du cervelet. La phase de stockage de l'information nécessite des étapes répétées de consolidation. L'hippocampe semble constituer un élément important dans le processus. Enfin, la restitution d'un souvenir, quelle que soit son ancienneté, reposerait également sur cette structure cérébrale en interaction avec différentes régions néocorticales. Il serait moins sollicité lorsque le rappel provient de la mémoire sémantique plutôt que de la mémoire épisodique. La mémorisation résulte d'une modification des connexions entre les neurones d'un système de mémoire. On parle de plasticité synaptique. Les différentes formes de mémoire fonctionnent en interaction selon que la situation requiert des informations issues de la mémoire sémantique ou épisodique, implicite ou explicite. Ainsi, un souvenir se traduit par l'intervention de neurones issus de différentes zones cérébrales et assemblés en réseau. Ces connexions interneurales évoluent constamment au gré des expériences et sont responsables de la persistance d'un souvenir à long terme ou non, selon les cas, c'est-à-dire selon l'importance de l'événement, du contexte environnemental et émotionnel, etc. Un souvenir pris isolément correspond à une variation de l'activité électrique au niveau d'un circuit spécifique formé de plusieurs neurones interagissant par le biais des connexions synaptiques, les synapses étant les points de contact entre les neurones. La formation d'un souvenir repose sur le renforcement ou la création d'une connexion synaptique temporaire stimulée par le biais de protéines produites puis transportées au sein des neurones comme le glutamate, le NMDA ou la syntaxine qui va elle-même moduler la libération de glutamate. Le souvenir est ensuite consolidé ou non en fonction de la présence de médiateurs cellulaires au niveau du réseau neuronal impliqué dans les heures suivantes. L'activation régulière et répétée de ce réseau permettrait de renforcer ou de réduire ces connexions et par conséquent de consolider ou d'oublier ce souvenir. Sur le plan morphologique, cette plasticité est associée à des changements de forme et de taille des synapses, des transformations des synapses silencieuses en synapses actives et de la croissance de nouvelles synapses. Le maintien à long terme d'un souvenir repose sur la modification de la cinétique, d'élimination ou de renouvellement de certains médiateurs. La phosphokinase zeta, PKM-zeta, joue un rôle prépondérant dans ce mécanisme en favorisant la persistance des mécanismes impliqués dans la stabilisation et la consolidation. Ou la consolidation donc des souvenirs. Elle possède pour cela deux propriétés spécifiques. Elle n'est soumise à aucun mécanisme d'inhibition et elle est
et elles s'autorépliquent. Au cours du vieillissement, la plasticité des synapses diminue et les modifications des connexions sont plus éphémères, ce qui pourrait expliquer les difficultés croissantes à retenir des informations. Deuxième problématique, une réserve cognitive peut-elle être le soutien de la mémoire? Les capacités de soutien de la mémoire et d'adaptation des cas de lésion semblent variables d'une personne à l'autre. En effet, il a été décrit qu'à lésion cérébrale équivalente en imagerie, tous ne présenteraient pas les mêmes altérations cognitives. Ces capacités dépendraient de la réserve cérébrale relative au tissu cérébral et de la réserve cognitive qui repose sur sa fonctionnalité. Selon différentes études, un volume cérébral accru ou un nombre élevé de neurones ou de synapses est associé à une survenue plus tardive de démence. À lésion équivalente, ceux qui présentent une réserve cérébrale plus importante présenteraient des troubles moins sévères. Cette réserve cérébrale serait sous l'influence de paramètres génétiques et environnementaux. La réserve cognitive correspond à l'efficacité des réseaux neuronaux impliqués dans la réalisation d'une tâche. De plus, cette réserve cognitive correspond aussi à l'efficacité du cerveau à mobiliser ou à mettre en place des réseaux compensatoires en cas de lésions pathologiques ou de perturbations physiologiques liées à l'âge. La réserve cognitive se traduit également par une variabilité d'un sujet à l'autre de la tolérance des lésions cérébrales identiques. En effet, les données disponibles suggèrent que la richesse des interactions et le niveau d'éducation sont associés à une survenue plus tardive de troubles cognitifs ou des démences Alzheimer ou apparentées. A l'inverse, l'évolution du déclin cognitif chez ces derniers serait plus rapide une fois installée. Elle s'expliquerait par le fait que les symptômes sont identifiés à un stade où les lésions sont plus nombreuses et importantes. En conclusion, la constitution de la réserve cognitive pourrait dépendre de nombreux facteurs, de l'importance des apprentissages, premier facteur, du niveau d'éducation, d'une stimulation intellectuelle tout au long de la vie, de la qualité des relations sociales, de l'alimentation, du sommeil, des paramètres génétiques seraient également probablement impliqués, etc., etc. Troisième problématique, l'hygiène de vie intervient-elle dans la mémoire? Des expériences ont montré que dormir améliore la mémorisation, et ce d'autant plus que la durée de sommeil est longue. A l'inverse, des privations de sommeil, moins de 4 ou 5 heures par nuit, sont associées à des troubles de la mémoire et des difficultés d'apprentissage. Par ailleurs, le fait de stimuler électriquement le cerveau pendant la phase de sommeil lent, c'est-à-dire la phase caractérisée par l'enregistrement d'ondes corticales lentes à l'encéphalogramme, améliore les capacités de mémorisation d'une liste de mots. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce phénomène. Soit pendant le sommeil, l'hippocampe est au repos, évitant les interférences avec d'autres informations au moment de l'encodage du souvenir. Il se pourrait aussi que le sommeil exerce un tri, débarrassant les souvenirs de leurs composantes émotionnelles pour ne retenir que l'informationnel, facilitant ainsi l'encodage. Le sommeil n'est pas le seul paramètre d'hygiène de vie qui influence notre capacité de mémorisation. L'alimentation aussi, l'activité physique et les activités sociales jouent également un rôle important. Autre problématique, la mémoire et les émotions interviennent-ils dans l'amélioration mnésique et la pathologie? Pardon. Il est démontré que les émotions peuvent moduler la façon dont une information est enregistrée, l'émotion renforçant ponctuellement l'attention. Ainsi, une émotion positive peut se traduire par une amélioration ponctuelle des performances mnésiques. Il apparaît également que la consolidation
et donc la rétention d'une information est favorisée par l'émotion. Le rappel d'un souvenir émotionnel après un long intervalle est souvent plus important que lorsque ce souvenir est neutre. L'imagerie fonctionnelle montre d'ailleurs que le rappel des souvenirs est proportionnel à leur intensité émotionnelle qui peut être observée par l'activation de l'amygdale, siège des émotions. Enfin, la récupération d'un souvenir est aussi améliorée par la présence d'une émotion positive. Chez les personnes présentant un trouble cognitif, les expériences montrent un effet protecteur des émotions positives sur les capacités résiduelles de mémoire. Ce mécanisme existe cependant uniquement dans les premiers stades de la maladie. Ensuite, l'incapacité de l'amygdale à remplir son rôle rend ce mécanisme compensatoire efficace. Il existe un pendant pathologique à ce processus. En effet, une émotion trop intense, notamment traumatique, entraîne une distorsion de l'encodage. L'état de stress post-traumatique, on dit ESPT, des personnes victimes ou témoins d'un événement dramatique en est l'illustration type. Le souvenir est mémorisé sur le long terme, avec à la fois une amnésie de certains aspects et une hyperamnésie d'autres détails qui laissent la personne hantée durablement par cet événement. L'événement s'accompagne d'une décharge de glucocorticoïdes, donc les hormones du stress, dans l'hippocampe au niveau de l'événement. Cette distorsion profonde de l'encodage des événements, au contraire d'un souvenir normal, rend le souvenir persistant au cours du temps sans qu'il ne perde de son intensité ou de sa spécificité. La victime a ainsi le sentiment de revivre continuellement la scène traumatisante même des années après. Dans d'autres situations, ayant également trait à une émotion vive, donc un stress, une agression, certains sujets développent plus volontiers une amnésie dissociative. C'est une véritable stratégie défensive adaptative, développée de façon inconsciente. Elle repose sur l'oubli d'une partie des souvenirs autobiographiques ou sémantiques, ainsi que de l'événement l'ayant déclenché. Ces souvenirs peuvent être réactivés progressivement ou brutalement à l'issue d'une conscientisation de l'événement déclencheur. Sur le plan thérapeutique, la compréhension des mécanismes de stabilité des souvenirs et de l'influence émotionnelle offre les moyens d'envisager la prise en charge thérapeutique de certaines pathologies. Ainsi, le développement d'approches psychothérapeutiques fondées sur la dissociation entre les souvenirs et les émotions peut permettre de réduire le handicap lié à des maladies comme certaines formes d'anxiété ou l'état de stress post-traumatique. Autre problématique, mémoire et oubli. Pourquoi du physiologique au pathologique? Depuis quelques dizaines d'années, depuis quelques années en fait, la prévalence croissante des troubles de la mémoire tels que la maladie d'Alzheimer a fait de l'oubli un symptôme. Pourtant, l'oubli est aussi un processus physiologique indispensable au bon fonctionnement de la mémoire. En effet, l'oubli est nécessaire pour l'équilibre du cerveau, permettant à ce dernier de sélectionner des informations secondaires qu'il est possible d'éliminer afin de ne pas saturer les circuits neuronaux. L'oubli est un corollaire de la qualité de la hiérarchisation et de l'organisation des informations stockées. Ainsi, certaines personnes souffrent d'hypermnésie idiopathique, une pathologie de l'abstraction et de la généralisation du souvenir, dans laquelle l'oubli des détails est aboli. Ces personnes rencontrent des difficultés de vie quotidienne liées à l'incapacité d'organiser leurs souvenirs en fonction de leur significativité et de leur importance. Cependant, l'oubli peut aussi correspondre à la disparition involontaire de souvenirs acquis par apprentissage volontaire ou implicite.
alors que son codage a été réalisé correctement. Ce phénomène reste physiologique tant qu'il est sporadique. Il concerne plus souvent la mémoire épisodique que la mémoire sémantique, procédurale ou sensorielle. Il devient pathologique et prend plus volontiers le nom d'amnésie lorsqu'il concerne des pans entiers de la mémoire sémantique et épisodique. Autre problématique, quels sont les multiples troubles de la mémoire? Certaines situations entraînent des incapacités sévères et des amnésies durables. Les causes possibles sont un traumatisme physique entraînant des lésions cérébrales, un accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique, une tumeur du cerveau, ou encore une dégénérescence neuronale comme la maladie d'Alzheimer. Dans d'autres cas, les troubles sont moins sévères et le plus souvent réversibles. Les causes possibles sont des maladies mentales comme la dépression, le stress et l'anxiété ou la fatigue, un événement traumatisant, des effets indésirables de médicaments comme des somnifères, des anxiolytiques, d'autant plus fréquents que la personne est âgée, l'usage de drogue, etc. Les troubles de la mémoire sont différents. Les troubles de la mémoire ont différentes origines biologiques, comme un déficit de certains neuromédiateurs ou une faible connectivité entre les réseaux cérébraux. Les manifestations de ces troubles sont extrêmement variables selon leur origine et les localisations cérébrales des processus pathologiques. Ainsi, des patients atteints d'une démence sémantique, dans laquelle des mots ou des informations sont oubliés, perdent également des souvenirs anciens, alors qu'ils continuent à mémoriser de nouveaux souvenirs épisodiques, donc souvenirs au jour le jour. Ces troubles sont souvent associés à une atrophie des lobes temporaux. Chez d'autres patients, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer, les troubles concernent la mémoire épisodique. Chez eux, les souvenirs les plus anciens sont épargnés plus longtemps que les plus récents. D'autres types de déficiences existent, comme par exemple celles affectant les neurones impliqués dans la mémoire procédurale, peuvent engendrer la perte de certains automatismes, comme chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou de Huntington. Celles également affectant les neurones impliqués dans la mémoire de travail peuvent quant à elles donner des difficultés à se concentrer et à faire deux tâches en même temps. Il existe également des troubles de la mémoire sévères mais transitoires comme l'ictus amnésique idiopathique, survenant le plus souvent entre 50 et 70 ans. Il s'agit d'une amnésie soudaine et massive pendant laquelle le patient est incapable de se souvenir de ce qu'il vient de faire. Sa mémoire épisodique est annihilée, mais sa mémoire sémantique est intacte. Il peut répondre à des questions de vocabulaire et évoquer des connaissances générales. Cette amnésie disparaît souvent après 6 à 8 heures. Autre problématique, que dire de ma mémoire et de celle des autres? La mémoire a longtemps été considérée comme individuelle et étudiée comme telle. Cette approche est aujourd'hui caduque ou du moins incomplète. En effet, le souvenir se situe à l'interface entre l'identité personnelle et les représentations collectives, c'est-à-dire qu'un souvenir se constitue à partir des interactions entre la personne, les autres et l'environnement. Il ne peut être détaché du contexte social dans lequel il prend place. Les interactions, mais aussi les représentations sociales et les stéréotypes influencent le fonctionnement de notre mémoire. J'arrive. Petit problème technique. Ainsi, on parle de cognition sociale,
d'empathie et de mémoire collective ou culturelle. La cognition sociale permet par exemple d'adapter son comportement selon le contexte dans lequel on se trouve, et cela grâce à la mémorisation et l'analyse des expériences passées. Sur le plan médical, la dégénérescence des neurones au niveau frontotemporal, retrouvée dans certaines démences telles Alzheimer et apparentées, se caractérise par une diminution de la cognition sociale. Le malade peut présenter des troubles du comportement ou des dysfonctionnements sociaux. L'empathie, quant à elle, découle également de cette notion inter-individuelle de la mémoire. Elle utilise notamment des informations de la mémoire épisodique afin de permettre un voyage de l'esprit, se traduisant en capacité à partager la détresse de l'autre. Aussi appelée théorie de l'esprit, cette capacité à se mettre à la place de quelqu'un et à pouvoir imaginer et interpréter ses pensées fait appel à nos mémoires dont nous décentrons l'objet. Quant à la mémoire collective ou culturelle, sur un plan plus large, c'est une mémoire partagée constituée des différentes représentations d'un événement par l'ensemble des personnes. Elle prend place autour des événements historiques, c'est-à-dire autour de leur évocation ou de leur commémoration. Elle prend place aussi autour des événements contemporains médiatisés, tels un concert par exemple. Ce domaine de recherche est particulièrement novateur et rapproche les expertises en neurosciences et en psychologie de celles en sociologie, en histoire, en philosophie ou en éthique. En termes thérapeutiques, une transdisciplinarité peut également apporter un intérêt. Par exemple, l'état de stress post-traumatique correspond à une hypermnésie des perceptions et émotions liées à l'événement, à une amnésie également des aspects contextuels ainsi qu'à une perturbation de la mémoire autobiographique. À la suite d'un événement traumatisant, une prise en charge appropriée de la charge émotionnelle associée pourrait être d'autant plus efficace que l'événement en question est inscrit dans le cadre social, à la fois familial et professionnel. Il en serait d'autant plus question dans le cadre d'un événement inscrit dans la mémoire collective. Autre problématique, que signifie mémoire du futur? Selon le contexte, nos propres aspirations, nos projets, nous avons la capacité à élaborer des scénarios plausibles pour le futur, constitués de pensées, d'images et d'actions. Les scénarios ne peuvent prendre forme que sur la base de représentations du passé et donc sur notre propre mémoire épisodique et sémantique. La mémoire du futur fait donc appel à notre mémoire épisodique et sémantique, contrairement aux idées reçues ou aux conceptions habituelles de la mémoire traditionnellement associée au passé. Ainsi, l'imagerie permet de vérifier que l'évocation d'un souvenir autobiographique ou l'imagination d'un scénario futur font intervenir des régions cérébrales très proches les unes des autres. Par ailleurs, les études montrent que les amnésiques ne peuvent se projeter vers le futur. La capacité à remplir une tâche à une date ou un jour précis entre aussi dans le cadre de la mémoire du futur. On l'appelle alors plus volontiers mémoire prospective, articulée autour de différents volets selon la nature des tâches à effectuer. Mémoire prospective propre pour les actions ponctuelles, telles poster une lettre, aller à un rendez-vous. Mémoire prospective habituelle pour toutes les tâches routinières. Monitoring également pour l'attention portée à la fin d'une tâche tandis qu'une autre est en cours, c'est-à-dire penser à offrir des fleurs, par exemple pour la fête des mères. Cette notion de mémoire du futur peut avoir des applications thérapeutiques telles que des thérapies orientées vers le futur qui ont été développées et testées auprès de patients souffrant de dépression majeure ou de schizophrénie. Ces thérapeutiques orientées vers le futur peuvent être menées des séances réparties sur quelques semaines. Elle consiste dans un premier temps à sensibiliser les sujets sur l'importance des projections mentales dans le futur
et sur la façon dont elles peuvent améliorer en luttant être améliorées en luttant contre des mécanismes personnels de résistance. Puis, dans un deuxième temps, on propose progressivement des activités de pleine conscience. Et enfin, dans un troisième temps, on travaille sur l'évocation de leurs propres valeurs, leurs objectifs et les moyens d'y arriver. Les premières études montrent que cette approche peut être plus efficace que les thérapies cognitivo-comportementales conventionnelles. Donc nous voilà maintenant un peu mieux informés sur la notion de mémoire. Donc, nous avons abordé très largement la mémoire. Alors, la mémoire, c'est un concept important qui est souvent mal compris. Maintenant, après ces quelques explications, peut-être que nous pouvons un peu mieux comprendre. Merci pour votre écoute.